Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue dans ce journal, dans cette soirée du samedi 25 février 2023. Dans les informations de ce jour, parlant du bilan sorti par le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes après le passage du cyclone Freddy. 7 personnes sont actuellement déclarées mortes à la suite du passage de ce cyclone Freddy dans le pays, selon justement le dernier bilan sorti par le BNGRC hier vers 16h30. 85 369 personnes, soit 21 911 foyers sont sinistrés dans les 7 régions de la Grande Île. D'autres ont été victimes de destruction de biens comme les maisons et les routes coupées. Reportage. 4 personnes ont été emportées par les eaux, un à Manour, un à Nousvark, un à Mananzar, un à Mboumassou. 3 personnes ont été ensevelies sous les décombres d'une maison à Mbalavao. Aucune personne n'a été portée disparue, selon toujours le rapport du BNGRC sorti hier vers 16h30. 85 369 personnes sont sinistrées, soit 21 911 foyers à travers cette région, Padvav, Fidvnan, Atimotsnanan, Atsnanan, Matachambun, Menabe et Amourunmani. 27 883 personnes ont été déplacées, soit 7 103 foyers. 78 sites d'accueil ont été mis en place pour l'accueil des sinistrés, dont la plupart sont dans les régions Vadvav et Fidvnan. 3 079 ont été ensevelis par les eaux, 12 617 maisons détruites et 2 093 maisons complètement détruites. L'on craint également la coupure de la route dans le district d'Issange sur la RN 42 du fait d'un grand trou au niveau du Fukuntand, d'Abalamaswange, PK13 et d'Apasatapak, PK16 dans la commune de Nassanjatchounoun. Et poursuivant sa visite officielle à l'île de la Réunion, le président du Sénat, Herman Azaf Maïf, à la tête d'une délégation du Sénat de Madagascar, a rencontré jeudi dernier le vice-président du conseil départemental de la Réunion, délégué aux travaux bâtimentaires et à la valorisation du patrimoine, Éric Ferrer. La délégation du Sénat de Madagascar a également visité divers endroits symboliques, cette île sœur, dans le cadre de cette mission en terre réunionnaise. Mervoula Sferen nous en dit plus. Le vice-président du conseil département de la Réunion délégué aux travaux bâtimentaires et à la valorisation du patrimoine, Éric Ferrer, a annoncé l'octroi par la Réunion d'une enveloppe de 50 000 € en faveur des Malagasy victimes du passage du cyclone Freddy dernièrement. Durant la rencontre, les discussions ont porté notamment sur l'importance de l'éducation et de la formation pour les jeunes réunionnais et malagasy, pour lesquels un projet d'échange d'expériences sera réalisé à La Réunion et à Madagascar. D'autres secteurs porteurs seront exploités, tels que le tourisme, l'agroalimentaire, l'environnement et l'agriculture. Le président du Sénat de Madagascar, au nom du président de la République de Madagascar, Andrazwin, au nom du gouvernement malagasy et au nom de la population malagasy, a remercié les autorités réunionnaises pour cette aide en faveur des victimes du cyclone tropical Freddy, et a réitéré la nécessité entre les deux îles sœurs de coopérer et de travailler ensemble de manière amicale et fraternelle. Par ailleurs, la délégation du Sénat de Madagascar a également visité le centre local de France Éducation Internationale à La Réunion. Implanté sur le campus universitaire de Tampan, au sud de La Réunion, le Sénat de Madagascar travaillera avec ce centre dans un cadre de renforcement des capacités des élus, des étudiants, des cadres de l'administration et des jeunes professionnels. La délégation malagasy s'est également rendue au Conservatoire botanique national de Mascarin, CBN, qui sera un partenaire privilégié pour la coopération avec les autorités réunionnaises dans le cadre de la biodiversité et de l'environnement. Le président du Sénat et sa délégation ont également visité la réserve naturelle marine de La Réunion afin de s'enquérir des problèmes liés à la gestion du milieu récifal qui concerne également Madagascar. La visite du pôle satellitaire à vocation régionale, implanté à Tampan dans le sud de La Réunion, a permis à la délégation de s'informer sur l'expertise réunionnaise dans le traitement des images satellitaires qui sont utiles pour l'aménagement du territoire, la digitalisation des services agricoles, la protection et la gestion de l'environnement et d'autres domaines, la visite du domaine de la santé qui fera également partie des projets qui seront réalisés à travers une collaboration étroite avec la clinique Future, spécialisée dans la dialyse. La question de l'innovation n'a pas été non plus omise à travers la visite du village CA qui regroupe plusieurs jeunes start-up appuyées et financées par le crédit du groupe agricole.
Les autorités réunionnaises, à savoir la région, la préfecture de l'île de la Réunion, dont le préfet ont eu une rencontre avec la délégation afin de renforcer davantage le lien entre Madagascar et la Réunion. Le département, les communes accompagneront de près les différents projets dans divers domaines à l'issue de cette visite officielle d'une délégation conduite par le président du Sénat. Toujours dans cette page politique, les leaders politiques au sein du district d'Arivunmam réitèrent leur soutien au président de la République, André Rajoelina, selon leur déclaration durant la rencontre entre les membres du parti TGV à Arivunmam, où hier, ils n'acceptent pas et condamnent les agissements des politiciens qui insultent le nom du président, selon toujours cette déclaration du coordonnateur régional du parti TGV à Arivunmam. Reportage. Le parti politique TGV dans le district d'Arivunmam est uni et reste aux côtés du président André Rajoelina. Ils ont montré leur désapprobation face aux agissements des détracteurs qui insultent le président André Rajoelina. Le coordonnateur régional du parti TGV dans le district d'Arivunmam souligne qu'il condamne et n'accepte pas les allégations qui nuisent à l'image du président André Rajoelina, comme le fait le député Roland Ratsirek. Selon lui, le président André Rajoelina est le chef de l'État et doit être respecté comme tel. Les démonstrations de force se font par le biais de l'élection, souligne le député Zouk Ange du parti TGV d'Arivunmam durant la mise en place des structures de base pour renforcer le parti politique TGV à Arivunmam. Le but est de faire face aux élections et de faire élire le président André Rajoelina. Le maire de la commune, Danjan Miel, Khair Manzat Mamtin, a été élu nouveau président de sa structure politique de base. Il est aussi le leader des plateformes au niveau des communes. Le parti politique TGV est déjà prêt à faire face aux prochaines élections. Dans les actualités sociales, en réponse à une association qui œuvre dans les soins traditionnels, qui dit pouvoir former des médecins en 3 mois, les responsables au sein du ministère de la Santé publique déclarent avoir déjà pris leurs responsabilités. Ces derniers soulignent qu'ils n'ont en aucun cas délivré des autorisations pour de telles formations. Déjà que la pratique de la médecine traditionnelle n'est pas acquise à travers une formation, mais un héritage, selon les dires de ces responsables. Radraman Zatouf. L'octroi de l'autorisation, l'incitation à intégrer les associations de médecine traditionnelle, le contrôle de la conformité à la pratique de la médecine traditionnelle, ce sont les responsabilités du ministère de la Santé publique. En cas de non-respect du règlement qui régit la charte de la médecine, mais aussi de la médecine traditionnelle, le ministère de la Santé publique se charge de rappeler à l'ordre les contrevenants. Si ces derniers persistent, les responsables effectuent une descente et avertissent les auteurs. Le non-respect des règlements peut entraîner le retrait de l'autorisation de pratique de la médecine, selon toujours les explications. Les médecins traditionnels sont au nombre de 9000 dans tout Madagascar, selon le recensement effectué par l'association. Seulement 150 d'entre eux possèdent une autorisation délivrée par le ministère de la Santé publique. Et parmi les techniques d'agriculture qui permettent de lutter contre le changement climatique figure la polyculture. Cette technique agricole a été validée par l'Université d'Oxford comme étant parmi les techniques qui réduisent le taux de gaz carbonique. L'application de cette technique est également parmi les voies vers l'autosuffisance alimentaire selon les techniciens. Reportage de Secharangenas et Anza Ratonarfil. La polyculture a commencé à Madagascar vers 1983. Actuellement, plus de 60 pays l'utilisent dans le monde entier. Cette technique avait déjà été validée par l'Université d'Oxford, en Angleterre, comme étant parmi les techniques qui réduisent l'augmentation du taux de gaz carbonique. L'objectif est actuellement de la vulgariser dans d'autres pays, outre ces 60. En 2021, la plateforme SRI 2030 a vu le jour, regroupant des pays dans le monde entier qui utilisent la polyculture. Pour l'instant, Madagascar ne possède pas encore de documents concernant cette culture, affirment les techniciens. Néanmoins, cette technique est parmi les alternatives pour Madagascar d'accéder à l'autosuffisance alimentaire. Les solutions proposées par les techniciens sont de sensibiliser les acteurs dans le secteur agricole à appliquer cette méthode et de délaisser les anciennes pratiques afin de pouvoir atteindre les objectifs fixés. Et la plupart des élèves éprouvent des difficultés dans la matière mathématique selon les explications des professeurs de cette matière. Cette matière est souvent à l'origine des échecs des élèves aux examens, affirme-t-il. En cette période du 2e trimestre de l'année scolaire, des associations privées œuvrent pour appuyer gratuitement ces élèves et pas seulement en mathématiques mais dans d'autres matières également. Reportage de Radraman Anzatouv et Secharangenas.
La plupart des élèves n'obtiennent pas la moyenne requise dans la matière mathématique durant les examens selon les enseignants de cette matière. La plupart des élèves appréhendent cette matière et ont déjà en tête que cette matière est difficile, raison pour laquelle la plupart ne sont pas motivés pour l'apprendre selon toujours cet enseignant. Pour faire face à ce problème, bon nombre d'élèves suivent des cours de mathématiques en dehors de leurs cours habituels, surtout en ce deuxième trimestre de l'année scolaire. De plus, c'est aussi le début de la préparation intensive pour les examens officiels. L'association SFM est parmi celles qui aident dans cette matière. Elle leur octroie des cours gratuits, non seulement des cours de mathématiques, mais également des cours de philosophie. Les élèves qui passeront les examens du BEPC et du bac en sont les bénéficiaires. Les cours gratuits ont commencé aujourd'hui aux 67 hectares pour Antananarivo, mais également à Fianarantsoa. D'autres villes en bénéficieront également, selon les explications. Dans les actualités internationales de ce soir, les Nigérians ont commencé à voter aujourd'hui pour élire le prochain président du pays le plus peuplé d'Afrique lors d'un scrutin à l'issue incertaine sur fond de graves crises économiques et sécuritaires. Dans la journée, de nombreux électeurs s'impatientaient face aux problèmes d'organisation et aux nombreux retards qui les empêchaient de voter. France 24. 7e élection générale au Nigeria depuis le rétablissement de la démocratie en 1999. Le plus grand pays d'Afrique compte plus de 93 millions d'électeurs pour choisir parmi 18 candidats à la présidentielle, dont une femme, et près de 15 000 candidats aux législatives. Le scrutin, qui se déroule dans plus de 176 000 bureaux de vote, est un casse-tête administratif. Cette organisation n'était pas simple, on l'a commencé il y a longtemps et on est 100% prêt. Un tour de force coûteux. En 2011, le Nigeria avait dépensé 2% de son PIB dans l'organisation des élections. Si le Nigeria reste la première économie du continent, notamment grâce à ses vastes réserves de pétrole, plus de 60% de la population y vit sous le seuil de pauvreté. L'inflation galopante, les récentes pénuries d'essence et de billets de banque ont provoqué des émeutes. Une frustration qui pourrait se ressentir dans le vote des jeunes. Pour assurer la sécurité du vote, 400 000 soldats et policiers ont été déployés dans un pays où les menaces criminelles et djihadistes restent fortes. Afin d'éliminer tout risque de fraude électorale, les autorités ont misé sur 200 000 machines de reconnaissance digitale et faciale. Et pour éviter que les électeurs ne vendent leur vote, les téléphones ont été bannis. Impossible d'envoyer une photo du bulletin choisi. Pour l'emporter au premier tour, un candidat doit recueillir au moins 25% des suffrages dans 2/3 des États du pays et dans la capitale. Si ces conditions ne sont pas remplies, un second tour sera organisé sous 21 jours. Ce serait alors le premier de l'histoire moderne du Nigeria. Et les séismes qui ont frappé la Turquie et la Syrie a fait plus de 44 000 morts sur le sol turc, a annoncé Ankara vendredi. Ce nouveau bilan porte le nombre total de victimes à plus de 50 000 morts. France 24. L'attente, interminable. C'est désormais le quotidien de ces habitants d'Assa, dans le sud de la Turquie. Sans abri depuis le séisme, ils espèrent obtenir de quoi survivre dans ce lycée où est désormais distribuée l'aide humanitaire. J'ai 8 enfants. Nous vivons dans une tente. Il y a de l'eau sur le dessus de la tente et le sol est humide. Nous demandons d'autres tentes, mais ils ne nous en donnent pas. Ici, l'aide est insuffisante, comme en témoigne cette bénévole. Nous manquons de tentes, comme partout. C'est le plus gros problème que nous ayons. Le jour du premier tremblement de terre, les gens ont été laissés sous la pluie, ils se sont entassés dans des voitures, où ils ont dû rester tous ensemble, avec les personnes âgées, les malades. La crainte d'un nouveau séisme est dans tous les esprits, notamment à Istanbul, la mégalopole turque. 16 millions d'habitants et des gratte-ciels qui ont poussé comme des champignons ces dernières années. Ici, tout le monde se souvient du séisme de 1999 qui avait tué 1 millier de Stambouliotes. Selon ce sismologue reconnu, la probabilité qu'un nouveau séisme dévastateur frappe Istanbul avant 2030 est très élevée. J'aimerais pouvoir dire qu'Istanbul est prête, mais malheureusement, c'est une très grande ville, avec une population énorme, et il y a beaucoup de vieux bâtiments construits avant 1999. Le sol est mauvais, il y a beaucoup de bâtiments mal faits qui présentent un danger structurel. Lors de son élection au poste de Premier ministre en 2003, Recep Tayyip Erdogan avait promis de renforcer les normes de construction et les bâtiments existants. Le dernier séisme a réduit en poussière près d'1,5 million de logements dans le sud du pays.
La nuit du 12, qui raconte l'enquête impossible sur un féminicide, a triomphé lors de la 48e cérémonie des Césars hier, envoyant un message féministe dans une soirée où les réalisatrices n'étaient présentes que dans les discours. France 24 nous en dit plus. Des sourires et des Césars plein les mains. L'équipe du film La Nuit du 12 sort comme la grande gagnante de cette 48e édition des Césars. Ce film au message fort et féministe raconte une enquête impossible sur un féminicide. Le mouvement MeToo qui fait qu'on devient forcément plus à l'écoute et plus sensible à ces questions-là. Donc je ne suis pas sûr qu'on aurait fait le même film il y a 10 ans. La Nuit du 12. Le long métrage a remporté 6 prix dont un rare doublé. César du meilleur film et du meilleur réalisateur pour Dominique Moll. Une première depuis 1977. Virginie Efira. Autre première, celle de Virginie Efira. La comédienne belge remporte le César de meilleure actrice. Elle qui aura attendu sa 5e nomination pour être enfin sacrée. Ça m'a un peu surpris quand même. Moi, je m'étais habituée à pas la voir, moi, donc bon. Et donc c'est très joyeux. Ah ouais, je me suis dit, ah c'est drôlement chouette. Chez les hommes, Benoît Magimel réussit un doublé historique. Le comédien de 48 ans remporte le César de meilleur acteur, le 2e d'affilée après avoir été sacré l'année dernière. Cette cérémonie aura aussi été marquée par la venue surprise de Brad Pitt sur scène. La star américaine a remis un César d'honneur à l'un des cinéastes qui a forgé son jeu, David Fincher, réalisateur de Seven ou encore Fight Club. Mesdames et messieurs, c'est la fin de ce journal. Nous vous remercions de votre attention. Sur ce, très bonne continuation sur Viva. Au revoir.